Bienvenue à tous pour ce rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité nationale, régionale, mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus pour parler de cette cérémonie qui a honoré 250 médecins djiboutiens formés à Djibouti, qui a vu la participation du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh venu honorer en personne ces 250 médecins djiboutiens. La suite avec Sama Tersi. Sous le haut patronage de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, s'est tenue au Haïla Grand Hôtel la cérémonie solennelle pour célébrer l'aboutissement du parcours de 250 médecins djiboutiens diplômés de la faculté de médecine de l'Université de Djibouti. À son arrivée, son Excellence, le président de la République et la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont été accueillis par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Cet accueil digne de l'événement marque le début d'une journée riche en émotions et en célébrations, symbolisant l'avenir prometteur des jeunes médecins djiboutiens formés à l'Université de Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a fait son entrée dans une atmosphère de grande émotion, symbolisant l'aboutissement des efforts déployés depuis la création de la faculté de médecine de l'Université de Djibouti. Son arrivée a été saluée par un standing ovation des invités, des étudiants et des diplômés en témoignage de la reconnaissance de ses efforts pour le développement du secteur médical à Djibouti. Cette faculté a vu le jour sur un décret présidentiel, marquant une étape importante dans la politique éducative et de santé de Djibouti. Le décret présidentiel porté création de l'école de médecine a été un tournant majeur pour le pays, permettant à Djibouti de former ses propres médecins et de réduire la dépendance vis-à-vis des médecins étrangers. Et cette réunion annuelle religieuse consacrée à Jama'a Da'wa établir de cette année 2025. Al-Ijtima a conclu dimanche dernier sa réunion annuelle marquée par 3 jours d'échanges intenses au travers des conférences scientifiques et des sessions intellectuelles. Cette rencontre a accueilli des délégations des pays voisins ainsi que de nombreuses nations du monde entier, renforçant ainsi sa dimension internationale en tant que plateforme majeure pour promouvoir un islam modéré et universel. L'édition cette année a offert une opportunité unique de dialogue et de collaboration entre érudites et prédicateurs de divers horizons. La clôture de la réunion s'est faite comme à l'accoutumée par des prières et des invocations adressées à Dieu Tout-Puissant, formulant des vœux de paix et de sécurité pour les pays hôtes et pour l'ensemble du monde musulman. Les participants ont également appelé à une unité accrue entre les musulmans, considérée comme essentielle pour élever les défis contemporains. La Banque centrale de Djibouti a procédé à la signature d'une convention avec une délégation de la Société internationale financière. La Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, effectue une retraite stratégique à Djibouti, marquant un jalon important dans son engagement envers le développement économique du pays. Cet événement a réuni des hauts responsables, des représentants de la Banque centrale de Djibouti, ainsi que des acteurs clés du secteur financier national et régional. La retraite tenue dans un cadre propice à la réflexion stratégique avait pour objectif d'examiner les priorités de développement économique et les défis liés à l'investissement privé à Djibouti. Ce forum a permis d'échanger sur les sujets critiques tels que le financement des petites et moyennes entreprises, le développement des infrastructures, l'inclusion financière et l'innovation technologique dans le secteur bancaire. Le point culminant de cette retraite a été la signature d'une convention entre la SFI et la Banque centrale de Djibouti. Ce partenariat vise à renforcer la stabilité et la résilience du secteur financier djiboutien. Djibouti est une plateforme régionale stratégique. Cette convention marque une avancée importante pour attirer davantage d'investisseurs et d'investissements privés et promouvoir un développement économique et durable. Et cette attractivité d'investissements internationaux en mission de prospection des opportunités en République de Djibouti. Je vous laisse découvrir la suite dans cette séquence. Djibouti, terre d'accueil de rencontres, attire de plus en plus d'investisseurs étrangers qui veulent investir dans différents projets novateurs.
Et durant cette semaine, des investisseurs qui sont venus de l'Inde, de Chine, de l'Australie ont été accueillis chaleureusement par les autorités djiboutiennes. En premier lieu, le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, M. Younis Al-Guedi, a reçu une importante délégation d'investisseurs indiens venus explorer les potentiels et les opportunités d'investissement existants dans notre pays, notamment dans le domaine de l'énergie. Les discussions ont principalement porté sur la réalisation du projet d'implantation d'une ferme solaire d'une capacité énergétique de plusieurs centaines de mégawatts et l'intérêt des investisseurs indiens pour la reprise de la cimenterie d'Ali Sebghi. Les échanges sont ensuite orientés vers les aspects techniques et la faisabilité des différents projets avec la mise en place d'un programme de travail commun. Il convient de noter que Djibouti et l'Inde entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération sous le leadership du président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh, et du Premier ministre indien Narendra Modi. Les deux pays collaborent depuis de nombreuses années, notamment à travers l'Alliance solaire internationale créée par l'Inde et la France en faveur du déploiement de l'énergie solaire dans le monde. Par la suite, cette même délégation a rencontré le président de la Chambre de commerce de Djibouti qui ont signé un accord de partenariat visant à renforcer les relations commerciales et économiques entre Djibouti et l'Inde. Cet accord marque une étape clé dans les échanges commerciaux entre Djibouti et l'Inde, deux nations aux liens historiques solides. L'objectif principal de cet accord est de promouvoir les opportunités d'investissement, élargir la coopération bilatérale et de favoriser le développement économique dans des secteurs stratégiques tels que le commerce, les infrastructures, l'énergie et les technologies numériques. D'autre part, une délégation d'hommes d'affaires chinois, australiens ont été accueillis par le ministre du Commerce et ses proches collaborateurs. Cette visite s'inscrit d'un méga projet sur la promotion touristique en République de Djibouti, notamment l'île Moucha et Maskali. Cette rencontre a permis d'échanger sur la concrétisation de ces projets touristiques qui transformeraient la donne en République de Djibouti, notamment dans le secteur touristique. Le MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et l'USAID ont procédé au lancement d'une formation en hôtellerie. Explication. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, a présidé une cérémonie de lancement des formations mentions complémentaires en alternance du secteur de l'hôtellerie et plus particulièrement les filières réception, restauration et cuisine. La cérémonie a été organisée en étroite collaboration avec le projet USAID pour l'emploi des jeunes et les deux hôtels partenaires, à savoir le Palace Djibouti Kempinski et le Sheraton Hotel. Cette formation en alternance, un projet pilote de phare pour le système de formation professionnelle visant à aligner les offres des formations du MENFOP aux besoins du secteur privé. Ces premières formations en alternance sous l'initiative du MENFOP avec l'appui du projet de USAID pour l'emploi des jeunes, elles visent à répondre d'une part de l'énorme des main-d'œuvre expérimentée de plus de 500 emplois par le secteur de la restauration, de l'hébergement et du marché national et d'autre part aux besoins du main-d'œuvre qualifiée et diversifiée avec l'ouverture des hôtels ces dernières années du Best Western, de Haila Grand Hotel et du Gadile Resort Hotel. Les autres hôtels en construction, à savoir le Radisson Blu, le Ryzen Obok, des formations en alternance cible 48 jeunes, composés de 16 par spécialité, 16 réceptionnistes, 16 cuisines et 16 restaurations. 50% sont des femmes. L'aspect genre est bien respecté afin d'offrir autant de chances aux femmes que des hommes. Et plus spécifiquement, l'objectif principal de ces formations en alternance est de fournir aux jeunes demandeurs d'emploi une expérience pratique et concrète dans le secteur de l'hôtellerie grâce à un apprentissage pratique et appliqué en milieu professionnel. En conquérant des compétences professionnelles essentielles, les participants seront mieux préparés à intégrer le marché du travail et à réussir dans les métiers de l'hôtellerie en mettant particulièrement l'accent dans le domaine de la restauration et de la réception. Ces formations visent à familiariser les jeunes avec les normes et les meilleures pratiques de l'hôtellerie, améliorer leur gestion du temps et à renforcer leur capacité à travailler de manière autonome afin de préparer au mieux pour leur future carrière. Et dans ce qui domine l'actualité internationale, il y a ce cessez-le-feu après 15 mois de guerre qui ont vu Gaza s'effondrer, ce cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui est entré en vigueur ce dimanche. L'un des événements les plus marquants de la semaine dernière était l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à Gaza suite à l'accord conclu entre Israël et le mouvement résistant des Palestiniens de Hamas. Conformément à l'accord, les premières libérations des prisonniers ont eu lieu avant que l'entrée à l'aide humanitaire et du carburant à Gaza ne soit autorisée. Voici les détails. Le cessez-le-feu est entré en vigueur dimanche dernier, mettant fin à 15 mois de bombardements incessants sur Gaza après que l'armée israélienne, qui ont fait plus de 46 000 morts parmi les Palestiniens. Cet accord a été signé entre Israël et la résistance
l'assistance du Hamas jeudi dernier à Doha, la capitale du Qatar, avec l'aide des médiateurs du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Cet accord intervient avec une longue période d'escalade militaire caractérisée par des factions palestiniennes. Cette intensification de combat a causé une destruction massive dans les infrastructures de Gaza. Plus d'un nombre de victimes en constante augmentation, dont de nombreux civils, en particulier des femmes et des enfants. Les efforts diplomatiques ont joué un rôle crucial dans l'aboutissement de cet accord, le Qatar ayant joué un rôle central dans la facilitation des négociations en coopération avec l'Égypte et les États-Unis. L'accord prévoit un cessez-le-feu complet entre les deux parties, accompagné d'un échange de prisonniers, offrant ainsi à Gaza une opportunité de réduire les effets conflits et destructions. Et pour clore ce focus, nous allons parler de cette investiture de Donald Trump, investi 47e président des États-Unis. C'était le 20 janvier 2025. Donald Trump a officiellement prêté serment comme 47e président des États-Unis lors d'une cérémonie intérieure au Capitole, due à des conditions météorologiques extrêmes sur une sécurité maximale avec plus de 25 000 policiers déployés. Dans son discours inaugural, Trump a promis un âge d'or pour l'Amérique, mettant l'accent sur la fin du déclin national et la restauration de la souveraineté américaine. Parmi les invités de marque figuraient des géants de la technologie comme Elon Musk, désormais conseiller politique de Trump, dont l'influence croissante suscite des inquiétudes en Europe. De son investiture, Trump a signé plusieurs décrets marquant un tournant majeur par rapport à l'administration Biden. Il a confirmé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et de l'OMS, accusant ces derniers d'être sous l'influence chinoise, une décision dénoncée par l'Union européenne et l'ONU comme un coup porté à la lutte contre le changement climatique. Trump a également déclaré l'état d'urgence à la frontière mexicaine, promettant des expulsions massives et des rétablissements de la politique restée au Mexique. Dans une autre mesure controversée, il a octroyé des grâces à plus de 1500 participants à l'assaut du Capitole de 2021, les qualifiant d'otages. Un décret a également été émis pour reconnaître uniquement deux genres basés sur la biologie, interdisant le financement public pour la transition des genres et imposant des régulations strictes pour les espaces genres. Trump a relancé l'exploitation des énergies fossiles avec la pipeline Keystone XL et envisage d'imposer des droits de douane à 25% sur les importations du Mexique, du Canada à partir du 1er février, ce qui a déjà suscité des réactions contre-mesures de la part du Canada et de l'Union européenne. Et c'est ainsi que prend fin ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.